Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, en 1853, la marine française prend possession de la Nouvelle-Calédonie, ce territoire situé dans le Pacifique près de l'Australie, qui devient rapidement une colonie française. Le 15 mai dernier, un jeune homme de 22 ans, Djibril, est abattu dans une rue de Nouméa. Nous sommes ici pour rendre justice à Djibril, mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas simplement la vie d'un homme que nous pleurons aujourd'hui. La mort de Djibril s'inscrit dans une longue histoire de tensions, de divisions, d'injustices qui remonte à plus d'un siècle et demi. C'est la manifestation brutale d'une violence systémique, celle que subit le peuple kanak depuis sa colonisation. Djibril ne représentait aucune menace. Il marchait, comme vous et moi, dans la rue un soir, sans savoir que ce soir serait son dernier. Il a été abattu d'une balle tirée dans le dos par cet homme qui se trouve là, devant vous, dans le box des accusés. Ces faits sont incontestables et la balistique a révélé devant cette cour d'assises que l'arme de l'accusé est bien celle qui a pris la vie de Djibril. Il est coupable. Mais avant de plonger plus profondément dans cette tragédie, je veux parler de la souffrance de ceux qui restent, les parties civiles. Djibril laisse derrière lui une famille brisée, une mère accablée par le chagrin, et surtout 2 petites sœurs de 12 et 14 ans. 2 jeunes filles qui grandiront sans leur grand frère, sans son soutien, sans sa protection, sans ses rires. Comment expliquer à ces enfants qu'elles ne reverront plus jamais leur grand frère? Comment leur expliquer qu'un homme a choisi de tirer sur lui un soir dans les rues de Nouméa? Pour cette famille, la douleur est insupportable. Pour cette mère, enterrer son enfant est une épreuve inimaginable. C'est la plus grande des injustices qui soit. Enterrer son enfant. Ces jeunes filles devront grandir avec cette absence inexplicable. Elles vivront toute leur vie avec une question. Pourquoi? Pourquoi leur frère? Pourquoi un tel acte de violence? Pourquoi un habitant de Nouméa tue un autre habitant de Nouméa? Nous ne sommes pas confrontés à un fait divers tragique et isolé. Djibril a perdu la vie dans un contexte de tension politique et sociale exacerbée. Le dégel du corps électoral, introduit par une réforme en mai dernier, a ravivé les braises des luttes pour l'autodétermination du peuple kanak. Le dégel du corps électoral signifie élargir les critères qui permettent de voter aux élections locales, et notamment les référendums d'autodétermination. Actuellement, pour voter, il faut remplir des critères très stricts, ce qui permet à la voix des Kanaks d'être significative. La réforme de mai dernier élargit le nombre de votants et inclut des personnes qui ne sont pas autochtones. En fait, il réduit l'influence politique des Kanaks. En plus, cette réforme a été prise sans leur consentement. On ne leur a pas demandé leur avis. Elle est donc perçue comme un nouveau geste colonial et contraire aux droits de l'homme. Le peuple kanak, peuple premier et autochtone de cette terre, lutte pour son droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination, c'est le principe selon lequel un groupe qui a des liens ancestraux et sacrés avec une terre a le droit de décider librement de son destin. En l'occurrence, le peuple kanak a le droit de devenir ou pas un État indépendant. Ce droit est reconnu au niveau international par la Charte des Nations Unies. Et il est aussi reconnu par la France, puisqu'il est intégré, concernant la Nouvelle-Calédonie, dans les accords de Matignon en 1988 et dans l'accord de Nouméa en 1998.
la France a reconnu que ce peuple était colonisé et a promis qu'elle allait l'aider à construire son propre destin. L'objectif est de prévoir un transfert progressif des compétences et de permettre par le biais de référendums une autodétermination. Or, en 2021, lors du dernier référendum, le peuple kanak n'a pas pu s'exprimer. Il était en deuil coutumier en raison de la pandémie Covid-19. Et le non à l'indépendance est passé sans que la voix du peuple premier puisse s'exprimer. En 2024, en mai dernier, la manière dont la France impose la réforme du corps électoral ne passe pas. Malgré les mobilisations non violentes du peuple, le gouvernement fait passer sa réforme en force. Le jour de la mort de Djibril, un climat de défiance, de ressentiment et de tension est palpable dans l'air de l'archipel. Alors la défense tente de justifier le tir mortel en se cachant derrière cette atmosphère insurrectionnelle. Elle entend d'abord nous faire croire que l'accusé a tiré le coup mortel en état de légitime défense. Mais légitime défense contre qui? Légitime défense contre quoi? Comment peut-on se défendre face à un homme qui ne porte aucune arme? Comment peut-on se défendre en tirant dans le dos d'une personne qui marche simplement dans la rue? Cet argument n'est pas valable. Alors, bien consciente de la faiblesse de son propos, la défense tente ensuite d'insinuer l'idée que les Kanaks seraient des terroristes en puissance. Mais il a été démontré que Djibril n'était pas un terroriste. Et d'ailleurs, l'ensemble des jeunes hommes Kanaks ne sont pas des criminels menaçants. Cette peur irrationnelle masque en fait difficilement l'animosité de l'accusé. C'est un partisan du non à l'indépendance. Et son acte est purement un acte malveillant contre un ennemi qu'il croit être son voisin dans une guerre imaginaire. Cette balle tirée dans le dos est un acte de haine, c'est un meurtre. Nous ne pouvons accepter que ce meurtre ne soit pas condamné fermement. Il vous appartient de n'avoir aucune indulgence pour éviter qu'un tel acte se reproduise. Depuis mai dernier, 11 civils ont perdu la vie dans les violences. Des familles entières sont en deuil. Des vies ont été brisées par les répliques d'un système colonial. Il y a quelques jours, en réponse à ce contexte, les chefs kanaks ont proclamé la souveraineté sur leurs terres coutumières. C'est un geste symbolique, certes. Il représente en fait la dernière tentative d'un peuple pour s'exprimer, pour protéger son patrimoine, sa culture. Un cri de résistance face à une société qui ne leur laisse pas la parole. Une société qui tente de les réduire à l'impuissance politique. Une société qui les tue. Aujourd'hui, l'archipel reste marqué par des tensions entre indépendantistes et loyalistes, les Caldoches. Leur leader, Sonia Backes, juge que ces oppositions sont indépassables. Et elle appelle à une autonomisation de la province du Sud. L'apartheid, plutôt que le vivre ensemble. Voilà la proposition de celle qui fut choisie comme par le secrétaire d'État au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. On croit rêver. Ou plutôt, on croit vivre un pur cauchemar. Pourtant, la solution est évidente quand on se fie au respect des droits de l'homme. Les experts de l'ONU estiment que le gouvernement français, je cite, n'a pas respecté les droits fondamentaux des
des Kanaks le droit fondamental à la participation, à la consultation et au consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones. Même si le projet de loi est en suspens aujourd'hui, ces experts demandent fermement la suppression pure et simple de cette réforme. Alors pourquoi ne pas suivre tout simplement ces recommandations? Pourquoi ne pas laisser la Nouvelle-Calédonie choisir son destin vers l'indépendance ou pas? Pourquoi laisser cette terre et ses habitants souffrir du manque d'investissement, du peu de services publics, alors que les ressources minières, et notamment le nickel, sont considérables? Ce qui se joue dans cette affaire, mesdames et messieurs les jurés, c'est une lutte contre le racisme, mais c'est aussi une lutte contre l'appropriation assumée des richesses de la terre d'un peuple qu'on considère comme inférieur. Ce qui se joue dans cette affaire, c'est une lutte pour notre humanité. C'est cette domination exacerbée, héritière du passé colonial, qui donne non pas le courage, mais l'idée à un homme, un soir, de tuer son voisin. Il a pris son arme, s'est installé à sa fenêtre et a visé le cœur du premier Kanak qu'il voyait. Cette chasse à l'homme avait un seul objectif: abattre un nuisible, une vermine. Il voulait tuer celui qui l'empêchait de profiter du fruit de sa prédation, de la terre qu'il estime être la sienne. En Kanaki comme ailleurs, certaines vies sont encore perçues comme moins importantes que d'autres, simplement à cause d'une couleur de peau, d'une origine ethnique ou d'un passé colonial. La vie des Kanaks compte, et la vie de Djibril comptait. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour affirmer cela avec force. Ce meurtre raciste et prémédité doit entraîner une aggravation de la peine de prison qui est requise, et ce, conformément au Code pénal. Je vous demande de n'avoir aucune indulgence en la matière. Cette affaire est emblématique, elle est médiatique, symptomatique. La dureté de la peine que vous prononcerez est un outil de prévention. Seule votre fermeté assurera que la vie des Kanaks qui marchent dans la rue le soir à Nouméa soit protégée. Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes ici pour rendre justice à Djibril et à sa famille, à cette mère, ses petites sœurs, qui devront grandir sans leurs frères, avec ce vide insupportable. Ne les laissez pas grandir avec le sentiment d'avoir été oubliés. Ne les laissez pas grandir avec cette peur qu'un jour, peut-être, c'est leur fils qui sera abattu le soir, alors qu'il marche. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de dire que cette violence doit cesser. Vous avez le pouvoir de déclarer que cette vie comptait comme n'importe quelle autre vie. Mesdames et messieurs les jurés, ce procès n'est pas celui simplement d'un tueur raciste. Il est aussi celui d'une société qui, depuis trop longtemps, ignore les souffrances d'un peuple. La France ne peut prospérer sur les cendres d'une jeunesse sacrifiée. Notre humanité ne peut exister si on laisse un peuple dans l'interdiction de choisir son propre destin sur cette terre, sur sa terre,